Né en 1921 à Tcheliabinsk d'une famille d'ouvriers, Nikolaï Konstantinovitch Chichkine connaîtra plusieurs guerres. Tout d'abord la guerre d'hiver, puis la Grande Guerre patriotique à même pas 20 ans. Il s'illustrera, lui et son équipage, durant le deuxième conflit mondial en tant que chef d'engin sur Su-152. Il aurait effectivement, et le conditionnel est de mise sur ces récits d'as, contribué selon lui à la destruction de plus d'une vingtaine de chars et canons automoteurs allemands. La première chose qui devrait vous venir à l'esprit est cette question. Qu'est-ce qu'a fait ce SU pour se retrouver devant autant de véhicules puisque la doctrine d'utilisation des SU est bien celle d'un canon automoteur d'artillerie standard? Eh bien le fait est que parfois, durant cette époque assez confuse, il pouvait y avoir une différence entre la théorie et la pratique. Dans notre cas, il est arrivé que Chichkine et d'autres SU de son régiment, puisqu'il était aussi chef de régiment, se retrouvent à l'assaut tandis que des T-34 attaquaient sur les flancs, tactique qui n'avait pas forcément été théorisée. Avant de vous proposer le récit d'une partie de son histoire qui, je le dis maintenant, peut être romancée et comporter quelques erreurs, puisque son témoignage remonte au début des années 2000, voilà une partie recomposée à partir de plusieurs interviews concernant son rôle durant la Grande Guerre patriotique, notamment durant l'opération Kutuzov. Nikolaï Konstantinovitch, quel obus tiriez-vous sur les chars? Des obus perforants. Ils étaient plus fiables. Sur les Panzer 3 et 4, les chars tombaient en morceaux quand ils étaient touchés, et l'obus pouvait pénétrer les chars lourds. Quand les munitions explosaient, la tourelle était arrachée du châssis. Quel était le rapport entre munitions explosives et perforantes dans votre emport de munitions? Cela variait, on nous livrait proportionnellement ce qu'il y avait en réserve. Tirer sur des chars aux obus perforants était bien beau, mais s'il fallait détruire une maison, vous ne pouviez pas vous passer d'obus explosifs. Quel était le surnom des automoteurs ISU-152? Tueur de bêtes, personne n'appellerait ça une vache. Comment choisissez-vous les chargeurs? Le chargement sur l'ISU-152 se faisait en plusieurs séquences. L'obus pesait 48 kg et la douille entre 16 et 20, celle en cuivre un peu plus. C'était un travail incroyablement difficile pour le chargeur. Nous essayions de les choisir en fonction de leur corpulence, une taille d'environ 1m60 avant que leur tête ne heurte pas le toit, et des bras et jambes d'haltérophiles. Y avait-il 4 personnes dans l'équipage? J'ai toujours eu 5 hommes. Un tireur, un chargeur, un opérateur radio, un chef d'engin et un pilote. Quel était le rôle du radio? Malheureusement, il n'y avait pas de mitrailleuse sur l'ISU-152. Ils ont rajouté plus tard une douchka, mais mon bataillon n'a pas reçu de telles armes. Dans ces circonstances, nous étions obligés de récupérer quelque part une mitrailleuse prise à l'ennemi, presque toujours avec une réserve de munitions. Elle était généralement posée sur le char dans une boîte. En plus de la mitrailleuse, il y avait toujours 4 à 5 boîtes d'obus sur le toit de la casemate. Derrière la casemate se trouvait un bidon de diesel. Le véhicule est toujours allé sur le champ de bataille avec cette bosse de chameau. Aux positions de départ, nous remplissions les réservoirs internes avec le bidon et le jetion. Les réservoirs additionnels étaient parfois largués, mais pas les obus, puisqu'ils étaient sur la tourelle. Le véhicule avait toujours un emport complet et demi de munitions. 20 obus n'étaient pas suffisants. Pendant les pauses, nous prenions les obus dans les caisses et pas dans les râteliers. Avez-vous déjà abandonné un automoteur en feu? Plusieurs fois. Une fois bêtement, des torchons imbibés d'huile ont pris feu, j'ai dû évacuer. Les gars ont immédiatement jeté une bâche dessus, ce qui a éteint le feu. Une autre fois, c'était au combat. Un obus a pénétré le blindage et de la poudre a pris feu. Vous savez, ça saute aussi facilement que ça brûle lentement. Et bon, on a reçu plus d'un coup sans prendre feu. Dans la Baltique, un obus de gros calibre a touché l'automoteur alors que nous étions à l'intérieur. Des étincelles ont jailli partout dans le véhicule, comme un chalumeau. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'avais l'impression qu'un incendie s'était déclaré. Pour vous dire la vérité, c'est passé très vite. Comment étaient utilisés les véhicules de votre régiment? On nous utilisait principalement pour soutenir les chars. Nous nous déplacions un peu derrière eux. Nous n'étions pas indépendants, mais nous assurions que les unités de combat principales, donc les chars et l'infanterie, accomplissaient leurs tâches. Comme notre régiment faisait partie d'une armée blindée, nous étions attachés aux brigades de chars. Arrivez-vous à suivre les T-34 dans les colonnes? Les colonnes sont toujours composées de véhicules différents, conduits par des pilotes de niveaux différents. Dieu merci, les colonnes de brigade se déplaçaient à 20 km/h. Nous n'étions généralement pas un fardeau pour les T-34. Votre batterie a-t-elle essuyé des pertes? Comment l'inverse pourrait être possible? Les chefs d'engin ont presque tous changé en 1 an et demi. Faisiez-vous la différence entre SU et ISU-152? Je ne pourrais même pas vous dire quelle est la différence. Seulement dans le nom. Le canon est de 152 mm, l'obus pèse 3 pouls et le reste, rien à faire. Qu'il ait 7 ou 8 galets ne m'intéresse pas. Qu'il ait 20 ou 22 obus, pareil. Y avait-il des pièces qui se cassaient sur le véhicule? Comme avec n'importe quel autre engin. Le train de roulement se brisait et les paliers s'envolaient. Le moteur pouvait s'énerver. Bon, si on entretenait bien le véhicule, tout fonctionnait bien. L'équipage effectuait des petites réparations de routine avec les moyens du bord. Nous faisons aussi parfois des réparations un peu plus lourdes, mais rien de très important. L'équipage entier participait aux réparations?
Ah, tous à 100%. Certains chefs ne voulaient pas mettre la main à la pâte, mais ceux avaient des coutures blanches et n'étaient pas faits de la même étoffe. Ils sont pas restés longtemps. Qui avait besoin de gars comme ça? On les remplaçait ou on leur faisait comprendre comment ça se passe. Comment étaient les relations avec l'équipage? Avez-vous fraternisé? Je vais m'exprimer ainsi. Le mot monsieur était écarté, on conserve fraternité. L'équipage était une famille. Bien sûr, beaucoup de choses dépendent du chef et du caractère de l'équipage, mais dans la plupart des cas, pour ne pas dire tout le temps, l'équipage était une seule et unique personne. Il n'y en avait pas un ou deux qui faisaient quelque chose pendant que le reste restait assis à regarder en s'en grillant une. Tout le monde travaillait ensemble. Disons que l'on vient ravitailler le véhicule et qu'il faut charger les munitions. Tout le monde va charger les munitions. Ou disons qu'il y a du carburant et qu'il faut faire le plein. Un prépare le tuyau et l'autre ouvre les barils. Le travail est distribué de façon à ce qu'il soit fait le plus vite possible. Bien sûr, il y avait une chaîne de commandement. Je donnais des ordres comme il se doit, mais je ne disais pas au tireur « Camarade sergent, je vous ordonne !» Je n'ai jamais utilisé le mot ordre, je demandais. Ou je ne dirais pas « Préparez-vous !» ou quoi que ce soit si nous devions aller au combat dans 5 minutes. Tout ça, c'est des conneries. Il y avait 2 officiers dans le véhicule, le chef et le pilote. Ce sont les 2 principaux membres de l'équipage. Évidemment qu'il y avait une hiérarchie. Nous étions en combat, on s'asseyait, on déjeunait, une casserole pour tout le monde et même pour les 100 grammes du narcom. Si nous avions du temps libre, les soldats et les sergents avaient leurs propres jeux, et les officiers leurs propres affaires, leurs propres questions professionnelles et leurs propres devoirs. Dès qu'il y avait une tâche commune, la hiérarchie cessait d'exister. On vous a appris à conduire à l'école? C'est obligatoire, le chef peut toujours prendre le relais du pilote. Quand vous êtes entré en territoire allemand, que ressentiez-vous à l'égard des Allemands? Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais mes gars ne ressentaient aucune colère. Nous avions une certaine haine envers les soldats. Envers la population, je dirais pas qu'il y ait eu des débordements avec les civils. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Nous étions au combat, nous n'avions pas le temps de nous occuper d'eux et nous ne les avons presque pas vus. À la fin des combats, nous n'avons pas eu de contact avec la population. J'en juge par ma mère. Les captifs construisaient une route près de ma maison, ils lui ont demandé « Mère, pourrions-nous avoir de l'eau ou du pain ?» Ma mère apportait du pain et de l'eau. Nous sommes des gens sympathiques, gentils. De quelle couleur étaient vos véhicules? Vert. Ils étaient marqués des symboles attribués au régiment, soit la lettre K, soit des carrés. On les a jamais peints en blanc en hiver. Les radios étaient-elles bonnes? Oui, elles étaient bonnes pour cette époque. À vrai dire, il y a même eu des moments où nous nous chamaillions avec les Allemands. C'est la panne de la radio qui m'a sauvé la vie. Savez-vous contre qui vous vous battiez ou pas? À quoi bon? Pour moi, l'important est de savoir combien de chars et de canons d'artillerie se trouvent devant moi. Savoir à qui ils appartiennent m'importe peu. C'est à ceux qui établissent les plans opérationnels d'y penser. Quel genre de prise de guerre avez-vous récupéré? Nous n'avions pas l'habitude de prendre quoi que ce soit dans les véhicules. On vous tirait en disant « En plus c'était un pilleur !» Une fois, un sidecar vint vers nous. Il s'arrête, un Allemand en sort et me tend un paquet. Apparemment, il pensait que c'était un convoi allemand. Nous l'avons fait prisonnier, mais il y avait du chocolat et quelques bouteilles dans le sidecar. Nous nous les sommes évidemment partagés. Près d'Elbing, on a heurté des voitures. On les a examinées, il y avait aussi du chocolat et du whisky, que l'on a pris. Ces prises étaient toujours faites de cette façon, en chemin. On a pris Marienburg et j'ai dit aux soldats « Faites le tour, voyez ce qu'il y a ». L'un d'eux a rapporté un long étui, comme pour des armes, dans lesquels étaient empilés sur du velours des flûtes de cristal. Je lui ai dit « Pourquoi as-tu ramené ça? Pour toi ? Je n'ai nulle part où mettre mon pistolet et toi encore moins pour les flûtes, range-les. » Je ne sais pas où il les a mises, mais leur beauté était inoubliable. Quelles étaient vos armes personnelles? Un revolver Nagant au début de la guerre, puis un pistolet Tokarev. Enfin, un pistolet allemand, un Walter à Parabellum. Combien de chars avez-vous détruits au total? Comment calculer? Ce n'est pas moi qui tirais, je donnais les ordres. Mon automoteur a probablement 2 à 3 dizaines de chars et bien plus pour la batterie, évidemment. Voilà tout ce qui concerne les points qui nous intéressent concernant son service durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc l'un des récits plus approfondis de son service, et je le répète, c'est une histoire racontée par un homme plusieurs décennies après les faits. Certains points peuvent se révéler incorrects, comme les lieux, les dates, etc. Shishkin présente son véhicule comme un ISU 152, mais il était bien sur SU 152, puisque seul ce dernier existait à cette époque. Les combats près de Leningrad, le 2 septembre 1942, sont ancrés dans ma mémoire. À cette époque, nos troupes essayaient de briser le siège de Leningrad près d'Ivanovskoye. Les unités des régiments de fusiliers et les canons régimentaires avançaient lentement. La pièce sous mon commandement avait pour ordre d'attaquer l'infanterie. Le terrain changeait fréquemment de côté, les deux parties se jetant des grenades et en arrivant souvent au combat au corps à corps. À un moment, des avions ennemis apparurent dans le ciel. Alors qu'ils émergeaient des nuages, ils larguèrent leurs charges mortelles à basse altitude. Une des bombes explosa près de ma pièce et de ses servants. Il y eut un rugissement assourdissant et une pluie de terre. Quand je suis sorti des décombres, j'ai vu le pointeur ensanglanté coincé dans le bouclier du canon. Le chargeur, étrangement courbé, gémissait de douleur à côté des boîtes de munitions. Un pourvoyeur gisait dans une tranchée à moitié remplie, où il avait été projeté par l'onde de choc. J'entendais un bourdonnement dans mes oreilles.
Je regardais autour de moi. Notre infanterie en face essayait de continuer l'attaque. Soudainement, sur le flanc droit, les soldats ennemis lancèrent une contre-attaque. C'était une situation critique pour notre infanterie. Je me suis approché du canon. Malheureusement, un fragment avait brisé le viseur. J'ai réussi à ouvrir la culasse, elle fonctionnait. Au même moment, les hitlériens, tirant en mouvement, approchaient de nos positions. Il n'y avait quasiment aucune riposte de notre côté. La situation devenait de plus en plus menaçante. J'ai couru attraper un obus et je l'ai chargé. J'ai tourné le canon dans la direction de l'ennemi. Je ne sais pas où j'ai trouvé de la force. J'ai dirigé le canon en plein milieu des fascistes. Un coup de feu a retenti, puis un deuxième, puis un troisième. Beaucoup d'hitlériens ont été fauchés. Les fascistes survivants n'ont pas pu supporter la canonnade et commencèrent à s'enfuir. La contre-attaque avait été noyée. Eh bien, bon travail, artilleur. Me dit le commandant de la compagnie de fusiliers suivant la bataille. Tu as fait un bon travail en nous aidant, alors que t'étais le seul servant à tirer. Tu sais vraiment comment te battre, merci à toi. J'ai ensuite rapidement été envoyé à l'école d'artillerie. Je commençais à maîtriser les affaires militaires. Puisque j'aimais les machines depuis tout petit, cela m'a permis d'en apprendre bien plus sur les canons automoteurs et d'en maîtriser toute leur sagesse. Ayant été promu en avril 1943 au rang de lieutenant, j'ai été désigné comme chef d'un canon automoteur ISU 152 avant d'être rapidement envoyé au front. Juillet 1943. Suivant l'arrivée à Kozelsk de notre 1545e régiment d'artillerie automotrice lourde, qui faisait partie de la 4e armée blindée, nous reçûmes l'ordre de nous concentrer près de la ligne de front. À cette époque, nous savions qu'au sud, dans la direction de Koursk, l'ennemi ayant concentré d'importantes forces, passa à l'offensive. Dans de féroces batailles défensives, les troupes soviétiques ont infligé d'énormes pertes et sont passées à la contre-offensive. La nuit, nous étions en marche. Le véhicule, même s'il faisait 50 tonnes, roulait sans problème sur les routes chaotiques. J'entendais un grondement et du bruit dans mes oreilles. Le bruit d'un demi-millier de chevaux en marche. Comment allait notre pilote Sacha Nikonov? Il ne s'est assis derrière les leviers qu'il y a un mois et demi. Je demande dans l'intercom. Pas trop fatigué, Nikonov? Il rigole. Négatif, commandant. Il faut s'habituer. Quel genre de pilote n'a pas de cloque? Sauf que je ne vois rien. Heureusement que le sol est profond. Ça retient le véhicule. Il fait sombre. La poussière a aussi tout encrassé. Non seulement on ne voit rien à travers la trappe du pilote, mais même en étant sorti de celle du chef, il est impossible de voir la route. Nous devrions mieux ne pas perdre le chemin puisque nous sommes dans le véhicule de tête. J'entends la voix de Nikonov. Où allons-nous, commandant? Il y a une bifurcation. J'ai arrêté le véhicule, j'ai besoin de regarder autour. J'ai vérifié la carte. La voilà, la bonne route. Je regarde Nikonov, enfin, ses dents et ses yeux, le reste étant noir de poussière. On devrait peut-être se relayer, non? Au moins te reposer avant la pause. Non, commandant, peut le faire sans changer. Commandant, il aimait ce mot. Alors qu'il avait le même grade, lieutenant. Je n'ai pas essayé de le persuader. On savait déjà que lui et son ami Boris Souvalski, pilote du deuxième char, ne quitteraient pas leur poste tant qu'il leur resterait des forces. Je me souviens qu'en mai à Tcheliabinsk, à l'usine où nous avons reçu notre équipement, on nous a montré notre future machine, l'ISU 152. Il était assemblé par des ouvriers adolescents, presque des petits garçons. Âgés de 15 ou 16 ans, ils devaient s'occuper de pièces de plusieurs tonnes. Nikonov aida ces garçons durant 2 nuits et la journée il était en classe ou en formation. Alors que faire? Les dispositifs pour masquer la lumière des phares sont obstrués par de la poussière et n'éclairent pas du tout la route. J'ai décidé d'essayer d'utiliser une lampe torche. J'ai collé un morceau de papier avec une petite fente. S'y produisait une flèche de lumière. Je m'assois fermement sur l'écoutille du pilote et j'éclaire le sol. C'était plus simple de naviguer d'en haut et Nikonov n'en était que plus confiant dans sa conduite. Voilà le stop. Sur la route. Ivan Okolov, le chef du deuxième automoteur, a couru. Alors, Nicolas, pas facile d'être en tête? Mais camarade lieutenant, au moins nous ne sommes pas poussiéreux. Répondit rapidement Fedi Aladin, le chargeur de mon équipage, avant que je puisse répondre. Il n'avait que 17 ans. Comment va Frolov? Il ne s'est toujours pas étouffé? Il parlait de son ami, le chargeur du véhicule de Kolov. Nous sommes ensemble avec Okolov depuis presque un an. Ouvert, honnête, courageux, prêt à aider à tout moment. Dans les situations les plus difficiles, il est le premier à s'avancer. Bien sûr, aussi malin et débrouillard. Il était à la fois confiant et fiable. Nous avons vérifié les véhicules, galets, chenilles, système de freinage. Tout est en ordre, aucun problème n'a été constaté. Quant au véhicule, c'est particulier. Il s'agissait de nouveaux canons automoteurs puissants équipés de canons obusiers de 152 mm. Nos ingénieurs exceptionnels et les ouvriers du front intérieur les ont créés pour contrer les Tiger, Panther et Ferdinand fascistes, qui venaient d'apparaître pour la première fois en masse sur le champ de bataille. Le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Kartachov, est arrivé et s'est arrêté près du véhicule d'Okolov. Il s'est levé d'un bond et s'est tendu pour faire son rapport. Repos les gars. Murmura le commandant. Comment se porte le véhicule? Peut-être qu'il y a des problèmes. Il toucha les chenilles de sa botte.
Des broutilles, camarade lieutenant-colonel. Répondit Tukolov. Qu'est-ce qu'il y a avec les chenilles? On les remplace en 1 minute. Sinon, le véhicule est bien. Et au combat, il n'y aura pas de soucis? Insista Kartachov. Pour sûr qu'il n'y en aura pas. Vous verrez. Regardez quel genre d'aigle ils font. Ukolov regarda ses gars. Ces aigles ne sont pas des rapaces, et en tout cas, nous devrons nous battre pour Auriol. Alors, préparez-vous, ce sera peut-être même pour demain. Et voilà Aladdin dans toute son omniprésence. Pas une seule bête ne s'échappera, camarade lieutenant-colonel. Mais les obus sont lourds, n'auriez-vous pas pu les rendre un peu plus légers? Kartachov sourit de manière compréhensive en observant le frêle Aladdin, pour qui les obus de 50 kilos n'étaient clairement pas des jouets. Nous savions que la femme du commandant du régiment était morte durant la guerre, et qu'une petite fille de 4 ou 5 ans avait été abandonnée quelque part par ces gens aimables. Les parents du commandant sont restés près de Briansk sous l'occupation. Avant que les moteurs ne rugissent, nous pouvions entendre le bruit du tonnerre, ou d'explosions. Au sud du ciel, il y avait des éclairs. Les batailles les plus intenses y étaient menées des jours durant. Une grande bataille s'y déroulait, comme on l'appellera plus tard, la bataille de Kursk. Et voilà que demain, nous serons probablement entraînés dedans. Je me souviens des batailles de 41 sur la péninsule de Hanko, lorsque l'ennemi nous fit sentir toute la puissance de sa première offensive. Des batailles au Nevski Piatachok, et même plus tôt, en 39 et en 40 sur l'isthme de Carélie, pour percer les fortifications de Mannerheim. C'est si différent, mais en même temps si identique. L'anticipation anxiogène, puis une reprise en main, une exaltation de la détermination des camarades d'un même régiment. À l'aube, le régiment était déjà dans la zone. À peine les véhicules ont-ils été ravitaillés que notre commandant de batterie, le lieutenant Bourtavoy, revient. Comme d'habitude, Bourtavoy n'était pas un grand bavard. Nous partons dans 1 heure. À vos positions de départ. Vérifiez vos viseurs et les aérotages. Nourrissez les équipages. La situation est que nos troupes à Kursk battent les fascistes bec et ongle. Maintenant, c'est à notre tour de frapper Auriol. L'assaut des tankistes était irrésistible. Suivant les salves de tir, ils se lancèrent rapidement sur les positions ennemies. Nos tueurs de bêtes, comme on appelle l'ISU 152 au front, ont passé tous les essais et ont démontré leur puissance. Les toiles de Tiger et de Panther étaient balayées d'un revers de main. On avait plusieurs jours de combat derrière nous. L'ennemi s'accrochait désespérément à chaque ligne de défense. Plus tard, on a appris que notre 4ème armée de blindés frappait les communications du groupe de fascistes à Auriol, le menaçant d'encerclement. Avec cette frappe, nos chars ont mis en déroute plusieurs divisions blindées et d'infanterie mécanisée allemande. Après avoir éliminé l'ennemi de position intermédiaire, les chars développèrent une offensive en profondeur. Notre batterie reçut l'ordre de soutenir les chars du major Liskin. Le bataillon n'était pas loin, à 2 km. Nous sommes arrivés rapidement. Les chars se trouvaient dans un petit creux lorsque nos automoteurs s'approchèrent. Dès que le lieutenant Bourtavoy clarifia la tâche, l'attaque sur le petit village en direction de Bolchoï-Tcherny sur la rivière Nougre commença. Dès que les chars et automoteurs franchirent la crête, tout commença. Du feu, de la fumée, des explosions, un grondement, un carrousel d'avions dans le ciel et les rafales de canons antiaériens tout autour, semblables à des bouts de coton. Plusieurs de nos chars partirent en fumée, les véhicules ennemis brûlent aussi. Des panaches de fumée noire s'élèvent lentement vers le ciel. On peut voir des chars fascistes en périphérie, et des lueurs de départ de tir. Bitchkov pointe. Un coup de feu, une explosion. Une fontaine de feu et de terre. Ce que l'on voit n'est pas clair. Ustinov se tient à droite. Dans les bois, dans les champs de céréales jaunes, sur les collines recouvertes de fumée, il est difficile de détecter la cible du premier coup. Outre le rideau de poussière provoqué par l'explosion des obus et des bombes, il y a de la fumée, de la suie et des cendres. Les chars ralentirent leur mouvement. Ils étaient même à la traîne du côté droit, se tournant dans la direction de la forêt au loin. Les coups de feu venaient fréquemment depuis la lisière de la forêt. Le véhicule du lieutenant Mikhail Kozlov répondit à l'ennemi. C'est à notre droite. L'ennemi s'est tu. Soudain, je vois Ukolov faire un virage de presque 90 degrés. Un coup de feu gronde. L'explosion est presque sur notre nez, à 300 mètres. C'est là que se tenait un canon ennemi. Il a explosé. Comment Ivan a-t-il pu le remarquer? Bien joué. Les chars de Liskin repartirent en avant. Les Ilyushin frappèrent aussi l'ennemi. Tout le bosquet est parti en fumée. Notre artillerie tonnait. J'entendais la voix de Bourtavoy dans mon intercom. Irtish, en avant, en avant. Reste en formation, regardez à droite, en avant. Ces ordres sont généralement superflus. Nous sommes presque en ligne avec les chars, cela avait été décidé avant la bataille. Mais nos voisins se sont retirés sur la droite et laissèrent le flanc ouvert. Un par un, les Junkers se retournent et plongent en hurlant. Leur train d'atterrissage dépassait comme les pattes d'un faucon. Le sol gémissait. Les véhicules tremblent sous l'effet des rafales rapprochées. Un autre char est arrivé. C'est à ce moment que des étoiles rouges apparurent. Nos faucons. Une partie des Junkers s'enfuit et l'autre brûle au sol. La tension ne baisse pas. Un ordre résonne sur la radio. Irtish, 1, 2. Des chars ennemis se trouvent près d'un coude. Tirez depuis votre position. C'était l'ordre de Bourtavoy pour nous et Ukolov. Le coude de la rivière se trouve sur la droite. Je cherche. Voilà, des chars. Bitchkov voit aussi la cible. Nikonov crie. Dans quel sens on tourne?
Tout ce qu'il peut voir depuis sa trappe est un champ et le ciel. Aladdin a déjà chargé le canon. Un coup de feu. Loupé. J'ai été dupé par un creux. La cible semblait plus proche. Chargez! Crie Aladdin. Il a déjà mis un deuxième obus dans la culasse. Tant pis pour le fragile et le disgracieux. L'obus de 50 kg vole avec fracas jusqu'à sa cible, même sans foulard de canon. À ce moment, les canons des chars ennemis se tournèrent dans notre direction et nous vîmes des départs de tir. Un obus siffla au-dessus de mon écoutille. Je me suis abaissé et j'ai ordonné « Feu !» Immédiatement, la tourelle d'un char fasciste s'est littéralement envolée. Après ça, une colonne de feu s'éleva. Voilà. Allez, Bichkov, on s'en fait un deuxième. Mais le second a été abattu par Okolov. Irtich 2, mon voisin dans l'ordre de bataille. Une gerbe de feu et de terre a de nouveau recouvert la cible. Quand tout s'est dissipé, d'autres chars s'étaient déjà mis à couvert. L'un d'eux commença à tirer depuis l'arrière d'un hangar, sur le flanc droit de nos chars. On voit des flashs et des nuages de poussière. Bichkov rapporte. Permission de tirer à travers la grange, au perforant. C'est ce que je pensais aussi, il ne fallait pas le laisser tirer. Le tir s'est avéré précis, le char ennemi n'a plus fait feu. Les hautes collines, qui nous empêchaient alors d'observer les cibles, nous servaient maintenant de couverture. D'ici, les ennemis ne pouvaient voir que nos tourelles et les toits des véhicules, alors que nous pouvions les voir dans leur entièreté. Irtich 1, Irtich 2, en avant, en ligne. C'est Bourtavoy qui nous ramène sur nos sièges. Pendant que nous nous battions en duel sur le coude, les chars du bataillon avaient avancé et avec eux les autres automoteurs de la batterie. Soudain, un coup puissant secoue le véhicule. Une gerbe d'étincelles. L'odeur du métal brûlé. Descendre. Je crie. Tout le monde va bien ? Tout le monde allait bien. Le véhicule ne s'est même pas arrêté. Plus encore, Nikonov a accéléré après l'impact. Après tout, le deuxième obus pourrait être plus chanceux. Celui-ci a touché le coin du bladage et a ricoché, sans le pénétrer. L'impact venait de la droite. Mais qui ? D'où ? Stop. Le voilà. Dans le buisson, un canon. Nous ne sommes pas dans son champ de vision, mais il tire sur les chars. Que faire ? Je décide de faire demi-tour et après avoir fait pointer le canon sur un repère aligné avec celui-ci, de rouler jusqu'à lui pour tirer. Un coup, mais précis. Pas assez de temps pour deux, le canon va recharger. Dès que le véhicule est un peu monté et que le canon était visible dans le viseur, il commença à tourner dans notre direction. Mais Bichkov avait un œil de lynx. Feu ! Nikonov ! Arrière ! De la fumée, de la poussière. Quand elles se sont dispersées, le canon avait disparu. Ça, c'est mon Bichkov. Ce n'est pas un hasard s'il fera plus tard partie de ceux qui ont été décorés de l'étoile rouge pour ses combats. L'attaque bat son plein. Sur les terrains vallonnés et dans les dépressions, l'ennemi ouvre le feu depuis une position, puis une autre. Il tire de tous les côtés. Les chars détruits fument et restent en arrière. Le cœur se serre de douleur à la vue des blessés affolés. Les dents serrées, vous regardez ceux qui vont avec leurs membres écartés comme des ailes, ou ceux qui portent un camarade. Le bataillon a reçu l'ordre de contourner l'ennemi sur Bolchoï-Chorny. Les automoteurs assurent la couverture en tirant sur les positions de l'ennemi, qui l'occupe le long de la rivière. C'est là que l'artillerie frappe aussi. Tout fume, mais aucune cible n'est visible. L'ennemi ne peut probablement pas voir les manœuvres des chars le long du creux. Ce n'est que lorsque les chars ont approché la rivière qu'ils les ont vus. Mais nous sommes déjà de l'autre côté de la rive, l'eau ne dépasse pas 1 mètre dans la rivière. Pourquoi n'y a-t-il pas de coup de feu ? Il n'y a pas de combat, la portée entre les chars diminue. Où sont nos voisins ? Pourquoi sont-ils silencieux ? Soudain, tout trembla. Des pierres et des éclats de bombes s'entrechoquent avec le blindage. Je ne pouvais rien voir à travers les épiscopes alors j'ai élevé les yeux. Les Ju-87 viennent en cercle et un par un bombardent. Les canons aériens tonnent. D'où viennent-ils ? Personne ne les avait encore vus. Nos chasseurs sont arrivés et le raid a été repoussé. Puis le silence. Une sorte de bourdonnement. Comme si 1 million de grillons sonnaient dans mes oreilles. J'ai ouvert l'écoutille et je n'ai pas reconnu l'environnement. Comme si tout avait été labouré. Des cratères fumants, l'odeur âcre et piquante des explosifs. Les automoteurs sont intacts, mais les bâches sur le côté sont déchiquetées. Tout a été soufflé à l'arrière, les garde-boue sont détruits et pendent en lambeaux. J'ai regardé et Okolov s'occupait de la chenille. Bichkov a baissé le canon, il est sale et doit être nettoyé. Dépêchez-vous, les chars arrivent ! Aladdin, saisissant les couvillons, l'enfonça dans le canon et commença rapidement à le nettoyer. Dépêchez-vous, grouillez-vous ! Les chars ennemis approchaient déjà, rampant dans les bois. Des coups de feu retentirent derrière le bosquet et se transformèrent en canonnade. Les chars continuaient à approcher, ils venaient vers nous. Bourtavoy ordonne. Faites demi-tour et repoussez la contre-attaque. La tâche est claire, mais que foutent les chars de Liskin ? 5 d'entre eux se sont aussi déployés à droite comme nous, mais le reste, pour une raison ou une autre, a reculé et est parti dans le creux à gauche. Cet homme rusé devait avoir une idée derrière la tête. Les coups de feu retentirent et la silhouette des chars est devenue plus claire. Plusieurs Tigers approchaient parmi eux. J'ordonne « Bichkov, feu sur le Tiger !» Mais il savait déjà qui frappait en premier. Évidemment que c'est le Tiger. Bichkov hésite. Les chars se tournent et montrent leur flanc. C'est apparemment ce que Bichkov attendait. Un coup de feu retentit, notre véhicule tremble. Quelque chose brillait sur le char fasciste. Il était parsemé de fumée. Des Allemands sont sortis des écoutilles. À côté, le canon de Kolov gronde. Osinov tire. Un autre fasciste brûle. Économisez les obus. J'entends la voix de Bourtavoy. Assurez les tirs, manœuvrez. Ne montrez pas vos flancs.
Je suis content pour Koloff, à quel point il avait repéré sa chenille. Oui, la bataille aurait été bien différente sinon. Même s'il subit des pertes, l'ennemi arrive. Nous avions aussi un automoteur en feu, lequel, on ne pouvait pas voir son marquage sous la fumée. Sur la gauche, nos chars se lancent hors d'un petit bois, et le tirent dans les flancs des Fritz. C'est donc ce que Liskin avait en tête. Ce n'est pas pour rien que ses amis l'appelaient l'académicien. Il n'est jamais allé à l'académie, mais il en avait dans le crâne. Le principal était aussi l'expérience des premières batailles au front entier. Ça, c'est de l'académie. L'ordre de bataille nazi devint confus. Certains commencèrent à se déployer près des chars et les autres se retiraient. Ils étaient pris au piège. Les chars de l'ennemi reculent. Ils sont de moins en moins nombreux. Soudain, notre véhicule tremble, comme s'il avait été frappé par un énorme marteau. Des étincelles jaillirent. C'était un coup sur le glacis. Même cette fois, le blindage ne nous a pas laissé tomber. Honneur et gloire aux travailleurs de l'Oral. Ils ont fait du bon travail. Je pensais que nous devions être dans leur ligne de mire. Nikonov, recule. Marche arrière. Gauche toute. À fond. Nikonov a reculé si vite qu'on pouvait à peine rester sur nos sièges. À cause de ça, le moteur a calé. Nous étions toujours en ligne de mire. Bien sûr, nous pouvions charger, mais il y aurait probablement eu un deuxième tir. Nous n'aurions pas le temps. Allez, recule, criai-je. Soudain, le char qui nous tirait dessus s'est allumé, mais ce n'était pas un coup de feu. Il a pris feu tout seul. Pendant ces quelques secondes, je n'ai pas entendu le tir de mon voisin. C'est Ivan Okolov qui a précisément calé un obus dans le fasciste. Merci, mon ami. De la part de l'équipage. Okolov dit à la radio. Nicolas, t'es vivant? Je suis vivant, criai-je. Merci. Les chars de Liskin ont quant à eux déjà pris les chars fascistes en étau. L'ennemi n'était qu'à 100 mètres d'eux. Au milieu des tirs des 34, notre ISU gronda, achevant les Fritz restants. L'ennemi commença à se retirer. Nous ouvrons le feu sur la forêt. C'est plus facile pour les chars, puisque l'ennemi ne peut pas tirer dans la bonne direction. Nos chars ont repris les positions abandonnées des Allemands en les repoussant. Nous avons constaté le boulot de Liskin, des canons et des chars détruits. En périphérie, Liskin et Bourtovoy ont garé leur véhicule, mais nous devions continuer l'attaque. Rien n'était visible derrière la forêt. L'ennemi est invisible. Aucun mouvement. Aucune fumée. Silence total. Où est l'ennemi? Où est-il passé? Les jumelles n'aident pas non plus. En face? Et si c'était un piège? Un cul-de-sac? Faut-il attendre les unités de reconnaissance? Le temps presse et joue en faveur de l'ennemi. J'entends Aladin et Frolov se parler. Il y a une grande distance entre les forêts. Si vous y allez à fond, vous pourriez passer. Ils ne vous toucheront pas. Oui, on a un bon blindage. Mais non, mes amis, mais non. Leur dit Tukolov. C'est ici que nous avons besoin de plus de puissance de feu. On ne peut pas frapper qu'à partir d'ici. Il doit y avoir des mines là-bas. On va s'arrêter et l'ennemi attendra. Il faut être plus malin. Kartachov se présenta. L'ordre du commandant de la brigade est d'attaquer. Évidemment, après un barrage d'artillerie et un assaut aérien, il y avait de l'infanterie ennemie dans la forêt à gauche. Une volée de Katyusha s'en chargera. Il y avait des chars, ils seront la cible principale de l'assaut. Bertavoy, au signal, une salve, 2 obus, puis suivez les chars en avant. Ukolov se tourna vers Kartachov. Camarade lieutenant-colonel, et si nous envoyons 2 automoteurs contournés le long du creux? Si l'ennemi est dans la forêt, on le frappera par derrière en premier. Et s'il n'y a pas de Fritz, on aura déjà de l'avance. Vous permettez? Kartachov pensa. Un creux vous dites? Vous passerez. Bertavoy, envoyez-en 2 d'entre eux. Il pointa Ivan et moi. On a assez de puissance de feu ici sans eux. Le creux s'avéra être long. Il nous emmena presque au-delà de la forêt. On regarde à travers nos jumelles et voilà. Ils sont là. Des véhicules de transport, des voitures et même des chars étaient clairement visibles dans la forêt, bien que camouflés. L'ennemi est à l'affût. Nous revenons en véhicule et je fais mon rapport à Bourtovoy. Attendez le signal. Répondit-il. Notre position n'était pas très confortable. Si nous sortions, nous serions en pleine ligne de mire de l'ennemi sans pouvoir répondre rapidement. Nous avons parlé avec Ivan. On a décidé qu'il valait mieux reculer un peu. On serait à couvert et nous aurions plus d'élan pour réagir. L'ennemi est pris au piège. Une fusée. Les tirs retentirent. Un groupe d'Ilyushin sortit derrière la forêt, rasant la cime des arbres. Ils tirèrent des roquettes et larguèrent des bombes en passant au-dessus de la forêt. Les moteurs vrombirent sur la gauche. Des tirs de canon. Une marée de chars est apparue. À ce moment-là, Aladin remarqua que les fascistes rampaient hors de la forêt. Nos chars, qui avançaient à gauche, n'avaient rien vu. Il ne faut pas perdre l'ennemi de vue. Le tueur de bêtes ouvre le feu, ainsi que celui d'Ukolov. Un autre char ennemi est en feu. Les autres s'enfuient. J'entends soudainement... Nikolai, couvre-toi, à gauche. C'est Ukolov. Je regarde, son véhicule fumé a été fortement amoché. J'ordonne au pilote... Contournez par la gauche, pointez le canon dans l'axe. Bichkov, en joue. L'automoteur tourna brusquement, s'approchant du véhicule d'Ukolov. Bichkov était déjà prêt à tirer. Les secondes s'étiraient lentement. Après tout, l'ennemi devait aussi nous avoir dans son viseur. Voilà, une lueur. L'ennemi était imprécis, alors que la distance ne dépassait pas le kilomètre. Notre obus gronde. Comme d'habitude, Bichkov est précis.
même dans un moment critique. En même temps, les Ilyushin réapparaissent, frappant les chars battant en retraite. La main ferme de quelqu'un dirigeait clairement les actions des différentes branches. L'artillerie, l'aviation et les chars frappaient. L'indépendance de tel ou tel véhicule par rapport au cours des choses ne nous semblait parfois qu'apparente. En réalité, c'était tout un mécanisme bien huilé, avec un contrôle précis de toutes ces pièces, comme ma batterie, mon véhicule, ceux d'Ukolov, d'Ustinov et des autres. Et moi, vieux soldat qui venait de traverser les routes du front durant ces dernières années, et qui venait seulement de recevoir les épaulettes de lieutenant, je ne pouvais qu'être fier de ma participation à cette action coordonnée. On perdait le fil des jours et des nuits. Nous avancions sans cesse à travers des champs sans fin, sur lesquels planent des colonnes de fumée et des murs de poussière épais. Nous changeons fréquemment de direction, de frontière en frontière, et toujours en avant, en avant. Un champ remplace un autre. Il semble ne pas y avoir de fin à cette avancée contre vent et marée. Des pensées me parcouraient l'esprit. Quelque part à l'ouest, il y avait des combats acharnés à Oriol. Plus au sud, à Koursk. Une bataille gigantesque, un saillant d'acier embrassait les contours de Koursk, et où faisait rage en même temps, comme nous l'avions appris plus tard, plusieurs opérations. La citadelle d'Hitler et les Kutuzov et Roumentsev soviétiques. Dans un combat mortel s'affrontaient des millions d'hommes, des dizaines de milliers de canons, de chars et d'avions. Aucun d'entre nous n'a pensé à ce moment que l'ennemi était à l'agonie et que nous étions en train de l'achever. Nous ne réaliserons l'échelle de ces combats qu'à la fin, quand nous signerons les murs du Reichstag en mai 45, ou encore plus tard, peut-être. Pour l'instant, nous sommes toujours sur le champ de bataille et le seul et principal objectif sont les chars de l'ennemi. En attendant, nous devons aider Ukolov. Son véhicule est dans un cratère avec son canon dans le sol. Accrochons le câble, tirons-le vers là-bas, c'est plus sûr. Nos chars et automoteurs, attaquant par la gauche, sortaient déjà de la forêt et menaient l'attaque. Notre batterie les rejoint rapidement. Poursuivant l'ennemi, nous nous rendîmes avec les chars dans la région de Chemiakin, où nous avons rencontré un nouveau déluge de feu. Aucun char n'était visible, mais les départs de tir l'étaient. Nous fixons une cible, dans un bosquet dense, et, après avoir ajusté le tir, nous tirons sur le flash. Il y a un trou dans le bosquet et la cible s'étue. Les flashs s'arrêtent. Il faut trouver la prochaine cible. Aladdin, chargement, cible, soudainement, un impact. Le véhicule s'est mis à trembler. La radio a volé hors de son socle. La culasse s'est affaissée brutalement. Il y avait un trou. Une perforation. À droite. Qui a tiré? On ne sait pas. Nikolov, en arrière! Le moteur vrombit. Et juste à temps. Le deuxième obus s'est brisé et a ricoché en virevoltant. Derrière la colline, ils apparurent. Le canon pendait. Il y avait un obus dans la culasse, Aladdin l'a chargé avant l'impact. J'entends un coup sur le blindage, je regarde par un trou. Bon Dieu! Le commandant, le général Badanov. Je me souvenais de sa moustache lorsqu'il parlait avant les combats. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Où est-ce que tu manœuvres, fiston? Vous servez d'appât? Demandant le général avec un peu de douceur, mais une certaine rigueur dans la voix. Un obus dans les tourillons, ai-je répondu. Puis je regardais autour. Vous avez connu votre baptême du feu. Regardez combien de boss ils vous ont fait. Puis sur un ton plus doux... Bien, revenez en arrière. Nous sommes allés dans le bois. Nos mécaniciens sont là, ils ont tout vu. L'ingénieur Sergei Siromatnikov inspecta le véhicule. Ah, c'est difficile, mais on le fera sur place. On remplacera le canon avec celui d'un autre véhicule. On a trouvé 2 solides boulots en Y, installé les rondins en travers, fixé le plan et on s'est mis au travail pour démonter le canon. La réparation s'est faite dans les règles de l'art. Nous avons bientôt rattrapé le régiment. De retour au combat. Semenovskoye, Khotinets, Vetrovski, jamais sans perte. Ivan Ukolov a été blessé. Je ne pouvais pas croire que ça arriverait. L'imagination, la détermination, l'ingéniosité, tout lui a été donné par la nature. C'était pareil pour le pilote Boris Suwalski. Il mettait le véhicule sur les positions de tir aussi précisément qu'un bijoutier s'occupe de ses bijoux. Ah oui, c'était le cas. Dans la bataille près de Vetrovski, où Ukolov a été blessé et Boris a été tué. Nous repoussions une contre-attaque. L'ennemi frappa de face et contre-attaque sur les flancs. Le terrain était plat et ouvert, seule la vitesse et les manœuvres nous en sauvaient. Dans un échange de tirs, l'un des obus ennemis a touché le côté du véhicule de Ukolov. Le véhicule a pris feu et Boris, brûlé, est mort dans les bras de Sega. Dans mon équipage, Bichkov et Aladdin ont été blessés à ce moment-là. Ils ont été blessés par des éclats d'obus alors qu'ils changeaient un galet défoncé. Pendant que nous occupions d'un galet, les chars et l'infanterie qui les accompagnaient passèrent. Les mitrailleuses claquent. Les 34 ont frappé fort, achevant les ennemis qui battaient en retraite. L'infanterie est si légère, si brûlante. Et certains en Telniachka, quelle obsession! En avant, Tsarine! J'étais moi-même dans l'infanterie en Carélie. Quand ils nous dépassent, ils parviennent encore à nous taquiner. Ne restez pas derrière les blindés, sinon vous n'arriverez pas à Berlin à temps. Quelle bande de diables! Après tout, c'est un assaut, mais comment ça à Berlin? C'est vrai qu'en regardant vers l'avenir, je dois dire que j'ai réussi à atteindre Berlin. J'ai même signé mon nom sur un mur du Reichstag en mai 45. C'est aussi vrai que nos signatures sont maintenant effacées. Mais pas de problème.
On ne peut pas effacer les souvenirs. Maintenant, c'est dommage, l'attaque a réussi et l'ennemi bat en retraite. Nos ennemis vont maintenant les achever. Voilà l'histoire avec les Tenyashka. Bien des années plus tard, après la guerre, nous avons parlé un jour avec mon petit frère des années au front. De la pluie et du beau temps, et je lui en ai parlé. Il a dit : C'était nous, je suppose. Notre école navale, dont nous avions été envoyés à Auriol, en juillet 43. Nous étions dans l'infanterie à l'époque. C'est dommage que nous ne soyons pas rencontrés, alors que nous étions si proches. Puis les combats se poursuivirent. À ce moment, Bitchkov et Aladin, blessés, sont revenus. J'ai dû prendre le relais de Bourtovoy, lui aussi blessé, en tant que commandant de batterie. On se souvient d'un autre combat qui nous a tous enthousiasmés, nous, Kartachovites. Nous étions en train de prendre un village quand quelqu'un s'exclama : Les frères, nous nous battons pour le village du commandant. Le nom du village était soit Arkhlopovka, soit Rupovo. C'est comme si nos obus étaient devenus plus lourds et nos tirs plus précis. Quand le village a été pris, nous ne voyions que descendre. Tout a été détruit et incinéré. La haine des occupants brûlait en notre âme. De nombreuses personnes avaient les larmes aux yeux. Puis on nous a retirés de la bataille. Non loin de là, pour les réparations et les formations. Soudainement, une nouvelle. Les habitants des forêts environnantes qui avaient survécu à l'envahisseur sont revenus au village. Parmi eux, il y avait les vieux parents de Kartachov. La bataille de Kursk touchait à sa fin. Les plans d'Hitler pour l'été 43 se sont avérés être un échec. L'histoire retiendra qu'une bataille géante sur le champ de Kursk a brisé les reins de l'Allemagne nazie, mis à mal ses forces blindées et a projeté l'Allemagne dans un gouffre. Suivant la fin de ces combats, le régiment de Shishkin resta dans la zone. En février 1944, il reçoit le nouveau nom de 376e régiment d'automoteurs lourds de la garde et part combattre en Roumanie, où Shishkin sera blessé. Le régiment sera transféré en juin 1944 en Biélorussie, afin de participer à l'opération Bagration. Le 376 participa pour la dernière fois au combat en Prusse orientale, en janvier 1945. Un mois plus tard, le père du régiment, le podpolkovnik Tikhon Efremovitch Kartachov, est transféré à la 25e brigade blindée. Shishkin poursuit sa route sur la bannière du 2e front de la Baltique et arrive à Berlin pour le jour de la victoire. Il participa au défilé du 24 juin. Il passera la plupart de sa vie à écrire des ouvrages militaires, défendant avec ardeur la place du char dans l'armée, ceux qui lui sauvèrent la vie à plusieurs reprises durant la guerre. Il quitta l'armée en 1989 et consacra le reste de sa vie à l'enseignement de tactique et d'art opérationnel, tout particulièrement aux jeunes forces blindées de la Fédération de Russie. Nikolai Konstantinovitch Shishkin s'éteint à Moscou, le 3 septembre 2010, à l'âge de 88 ans. Même à travers la mort, les souvenirs restent, de lui, de ses camarades, de son régiment. S'il nous est parfois impossible de mettre un visage sur un nom, ou un nom sur un visage, ces petites choses nous rappellent l'existence de ces personnes et en cela, leur mémoire est immortelle. Je vous souhaite un joyeux et solennel 8 mai. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблестит поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, многих старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один.
глядя